Bonjour chers élèves des classes de première. Je suis Acré Guy Roger, professeur d'histoire-géographie. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la seconde séance de notre leçon 3 d'histoire intitulée « Les violences de masse, les génocides du XXe siècle à nos jours ». Elle est tirée du thème 3 « Les guerres et les violences de masse du XXe siècle à nos jours ». Au cours de la première séance, nous avons distingué les différents éléments de reconnaissance des violences de masse et des génocides. Cette séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude de deux exemples précis de génocides bien connus dans le monde et aux mécanismes de lutte et de prévention de ces crimes. Grand 2, des cas symboliques de génocide du XXe siècle reconnus. Dans cette partie de notre leçon, il s'agira de voir à la pratique le rôle de l'État dans la mise en œuvre des génocides, depuis la planification jusqu'à l'exécution, et cela à travers les cas des Juifs et des Tutsis. 1. Le génocide des Juifs, la Shoah ou l'Holocauste. La Shoah, la catastrophe, l'anéantissement des Juifs, encore appelé la solution finale, est une décision de l'État allemand. C'est vous dire que le génocide a été préparé par les autorités allemandes et il va se dérouler en 4 étapes qui sont la stigmatisation, l'expropriation, la concentration et l'extermination des Juifs. La première étape est la stigmatisation des Juifs. Le Reichstag, le Parlement allemand adopte et le chancelier allemand Adolf Hitler lui-même promulgue une loi discriminatoire à l'égard des Juifs. Cette loi, issue des lois de Nuremberg de 1935, porte en elle la haine des nazis contre la race juive. Les nazis estiment que les Juifs sont une race inférieure, nuisible et dangereuse. Les Juifs sont vus comme des poux et des vermines, c'est-à-dire des insectes qu'il faut éliminer de l'humanité. En quelque sorte, les Juifs n'ont pas leur place sur terre. Voilà pourquoi la loi interdit les mariages et les relations extraconjugales entre Juifs et citoyens de sang allemand. Par ailleurs, les Juifs n'ont pas le droit de porter les couleurs du Reich. Par contre, il leur est permis de porter les couleurs juives, en particulier une étoile jaune, signe discriminatoire. La deuxième étape est l'expropriation des Juifs. C'est la politique d'arianisation mise en place par l'État, qui consiste à déposséder les Juifs de leurs biens. Ils sont ainsi forcés à céder les entreprises qu'ils possèdent. Des métiers nobles leur sont interdits, tels que les métiers d'avocat, des médecins, etc. Toute vie normale leur est rendue impossible dans le but de les chasser du territoire allemand. Ainsi, la police de sûreté, la Gestapo, traque et rafle les Juifs de tous âges et de tous sexes pour ensuite les parquer dans des ghettos. La surveillance à l'intérieur et à l'extérieur de ces ghettos étant assurée par la police régulière et la Gestapo. Mais comme beaucoup de Juifs refusent de quitter leur pays, alors on passe à la troisième étape, savoir la concentration des Juifs. La Deutsche Reichsbahn, la société ferroviaire d'État, sera chargée entre 1939 et 1941 de transporter les Juifs des ghettos vers des camps de concentration et d'extermination. Le ministère des Affaires étrangères, par le biais des ambassadeurs, y a joué un rôle prépondérant en mettant à contribution les compagnies ferroviaires nationales, dont la SNCF. Ironie du sort, les frais de transport étaient payés
fallait bien pris aux Juifs, qui se trouvaient ainsi financer leur propre envoi à la mort. Ce qui nous amène donc à la quatrième étape, à savoir l'extermination des Juifs. En fin 1941, l'attaque de Pearl Harbor et l'entrée en guerre des États-Unis amènent le Führer Adolf Hitler à ordonner l'extermination physique des Juifs. C'est le moment clé de la solution finale. On assiste ainsi à des massacres par balles, des tueries dans les chambres à gaz associant des fours crématoires destinés à faire disparaître les corps. Ce fut le cas à Buchenwald, à Chelmsford, Auschwitz et Treblinka, par exemple. De plus, dans son discours prononcé en octobre 1943, Himmler, l'homme de la propagande nazie, justifie la nécessité pour les Allemands de tuer aussi les femmes et les enfants pour éviter que ces derniers aient un esprit de revanche. Pour vous donner une idée de l'ampleur des massacres, chers élèves, retenez que sur plus de 25 000 déportés à Auschwitz entre 1942 et 1945, seulement 1222 ont survécu. Au total, on note un bilan terrible en ce qui concerne le massacre des Juifs. Sur plus de 8 millions de Juifs vivant en Europe en 1939, 5 978 000 périssent dans les camps, soit 72% de la communauté juive. Des pourcentages qui s'élèvent localement à 85% en Pologne, 82% en Tchécoslovaquie et presque 90% dans les pays baltes. Un autre génocide qui retient notre attention est celui des Tutsis. Petit 2, le génocide des Tutsis du Rwanda. Il respecte également la même démarche dans sa mise en œuvre avec l'État comme principal acteur. Nous avons en premier lieu la stigmatisation et la haine des Tutsis. Plusieurs actions seront menées par l'État rwandais. Il s'agit, entre autres, de la poursuite de la politique coloniale d'établissement des cartes d'identité avec la mention l'ethnie, Tutsi ou Hutu. Cette politique de discrimination est accentuée avec l'adoption par les autorités des 10 commandements des Bahutu le 6 décembre 1990 qui discriminent davantage les Tutsis. Les esprits des Hutus seront ainsi conditionnés par la RTLM ou la radio-télévision libre des 1000 collines, surnommée Radio Machette, qui se livre à une campagne de médiatisation et de stigmatisation des Tutsis considérés comme des serpents, des ennemis, des cancrelats ou même des cafards, en quelque sorte des insectes nuisibles à exterminer. De cette catégorisation des Tutsis découle la deuxième étape, à savoir la spoliation des Tutsis. L'État rwandais prendra une série de mesures qui viseront à déposséder les Tutsis de leurs biens, leurs terres, leurs vaches, leurs biens mobiliers et immobiliers seront confisqués dans le but de leur rendre la vie difficile. Ils sont par ailleurs sous-représentés dans l'administration et dans l'armée, comme on l'a vu dans le cas des Juifs. Ici aussi, certains métiers leur sont interdits. À titre d'exemple, l'armée rwandaise est composée exclusivement de Hutus. La troisième et la quatrième étape du déroulement du génocide se font simultanément. Il s'agit de la concentration et l'extermination des Tutsis. L'assassinat du président Hutu, Juvenal Habyarimana, le 6 avril 1994, est considéré comme l'élément déclencheur des massacres. C'est le jour de mise en œuvre des massacres programmés des Tutsis. Les exécutions se déroulent pendant 3 mois. Les ordres issus du gouvernement sont relayés par les préfets, tous majoritairement Hutus dans leurs différentes circonscriptions.
Les ordres sont également transmis par la radio-télévision libre des 1000 collines qui encourage et guide jour après jour, heure après heure, le génocide, dénonçant les Tutsis encore vivants à tel ou tel endroit. L'isolement ou la concentration des Tutsis dans les lieux publics tels que les temples, les églises ou les écoles consistait à les empêcher de fuir pour mieux les avoir. L'objectif étant qu'aucun témoin ne doit survivre. Ainsi, à partir donc du 6 avril 1994 et pendant 100 jours, dans l'ensemble du territoire, à Kigali, au centre, à Butare, au sud, à Kibwe, à l'ouest, pour ne citer que ces régions, plus d'1 million de Tutsis sont massacrés. Seule l'arrivée au pouvoir du FPR va mettre fin aux tueries. À partir donc de ces deux exemples de génocide, on note que l'intention, la décision et l'extermination transparaissent dans tout génocide et sont le fait de l'État. Ces différentes étapes, perceptibles dans les différents discours, dans les mesures administratives et dans les textes des lois, montrent bien le caractère organisé du génocide par l'État. Mais face à ces atrocités, des mécanismes de lutte et de prévention sont mis en place pour la lutte contre les génocides. Grand 3, les mécanismes de lutte et de prévention des génocides. À ce niveau, il faut distinguer deux types d'actions. Nous avons les actions de lutte et les actions de prévention. 1. Les actions de lutte contre les génocides. Différents mécanismes juridiques de lutte contre les génocides sont mis en place, aussi bien au niveau international que par certains États. On peut retenir, entre autres, les exemples suivants. La Convention sur la prévention et la répression des crimes de génocide adoptée par l'ONU le 9 décembre 1948. Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens. Ces parties s'engagent à prévenir et à punir ces crimes. Et la Côte d'Ivoire fait partie des États signataires. Nous avons également la création des tribunaux internationaux selon les circonstances. Exemple, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, créé le 25 mai 1993, le tribunal pénal international pour le Rwanda, créé le 8 novembre 1994, la Cour pénale internationale, instituée le 1er juillet 2002, qui siège aux Pays-Bas à La Haye. Nous avons également le Code pénal français, qui, en ses articles 211, 1 et suivants, punit les crimes contre l'humanité, les auteurs de génocide à une réclusion criminelle à perpétuité. Il faut également mentionner les tribunaux populaires au Rwanda tels que les Gakaka pour juger les nombreux génocidaires. Dorénavant, les auteurs des crimes de génocide sont donc poursuivis aussi bien au niveau national qu'au niveau international pour répondre de leurs actes. À ce titre, nous avons de nombreuses condamnations. Exemple, les auteurs du génocide juif, les nazis allemands, ont eu des peines de mort et des peines d'emprisonnement à vie. En mai 2013, le dictateur guatémaltèque Efraïm Ríos a été condamné à 80 ans de prison, dont 50 ans pour génocide. Le général Ratko Mladic a été condamné à perpétuité pour avoir commandité le massacre des musulmans à Srebrenica. Sans oublier Félicien Kabuga, financier présumé du génocide rwandais et fondateur de la radio-télévision libre des 1000 collines, arrêté en France en mai 2020. Chers élèves, retenez que les génocides sont des crimes imprescriptibles, car quel que soit le temps que ça va prendre, tôt ou tard,
les auteurs seront poursuivis et punis par la loi. En dehors donc de ces juridictions, nous avons en petit 2 les actions de sensibilisation et de prévention des génocides. À ce niveau, il faut dire que la communauté internationale ne reste pas les bras croisés. Et en ce qui concerne la sensibilisation, nous avons la Journée internationale de la prévention des génocides, qui est célébrée chaque 9 décembre en mémoire de la Convention Lemkin. Cette journée qui rappelle régulièrement aux États et aux peuples du monde que les génocides sont des crimes contre l'humanité et qui sont punis. Il faut également mentionner la promotion des droits de l'homme par divers moyens, notamment les constitutions de la plupart des républiques démocratiques. Nous avons également la promotion du droit international humanitaire, le DIH, ou le droit de la guerre, par le Comité international de la Croix-Rouge. Il faut également mentionner le mémorial de la Shoah, qui est un lieu de mémoire du génocide des Juifs. Ce mémorial, situé à Paris, en France, réunit dans un même lieu un musée consacré à l'histoire juive durant la Seconde Guerre mondiale, dont l'axe central est l'enseignement de la Shoah. Plusieurs lieux de mémoire, comme le tombeau du martyr du Juif inconnu, le mur des noms, le mémorial des enfants et le mur des justes. Au mémorial de la Shoah existe également un centre de documentation juive contemporaine. Toujours au niveau de la sensibilisation en Afrique, nous avons les démembrements de l'organe judiciaire de l'Union africaine, que sont la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Commission de l'Union africaine pour le droit international. Mais en ce qui concerne la sensibilisation, chers élèves, il faut surtout retenir l'action de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en matière d'éducation de la jeunesse. L'UNESCO travaille auprès des États du monde pour la mise en place de la problématique des génocides dans les programmes d'enseignement. C'est le cas de notre pays, la Côte d'Ivoire, et l'objet de nos apprentissages actuels pour vous sensibiliser sur ces atteintes graves à la dignité humaine et dire ensemble avec vous, plus jamais ça. Bien, chers élèves, nous sommes à la fin de ces 2 parties. Je vous propose une activité d'application pour vérifier les acquis. Consigne. Complète le texte par les mots ou groupe de mots suivants. Les génocides, auteur, juridique, l'humanité, Cour pénale internationale, total. Je vous lis le texte. Le XXe siècle a été un siècle caractérisé par des violences de masse dont ces barbaries humaines, considérées comme des crimes contre, ont occasionné la disparition presque de certains peuples. Pour lutter contre ces crimes, des moyens ont été mis en place, notamment la pour mission de juger et de condamner des crimes génocidaires où qu'ils se trouvent. Je vous laisse quelques minutes pour traiter l'exercice et à tout de suite pour la correction. Passons à présent à la correction de notre activité d'application. Le XXe siècle a été un siècle caractérisé par des violences de masse, dont les génocides. Ces barbaries humaines, considérées comme des crimes contre l'humanité, ont occasionné la disparition presque totale de certains peuples. Pour lutter contre ces crimes, des moyens juridiques ont été mis en place, notamment la Cour pénale internationale. Elle a pour mission de juger et de condamner les auteurs
des crimes génocidaires où qu'ils se trouvent. Bien, que retenir de cette leçon? Eh bien, chers élèves, retenez que plusieurs génocides ont eu lieu au cours du XXe siècle. Ces crimes contre l'humanité sont localisés sur tous les continents et les plus emblématiques sont ceux dont ont été victimes les Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale et les Tutsis du Rwanda en 1994. Pour prévenir ces génocides, de nombreuses actions sont entreprises par les communautés tant nationales qu'internationales. Bien, nous sommes à la fin de notre leçon. Merci, prenez soin de vous et à très bientôt.